23. Perdu, dit le croupier avant de ramasser les cartes devant l'homme qui semble de plus en plus en colère à mesure que sa pile de jetons diminue. Pour aggraver les choses périlleuses pour l'homme, des cris d'excitation viennent de la table de craps voisine, où il semble que toute la chance qu'il a perdue s'est mystérieusement déplacée. Tandis que le croupier de Blackjack dévoile encore un as et un roi, un autre vacarme jaillit de la table de craps. « C'est à nouveau !» s'écrie le croupier avant de placer une énorme pile de jetons devant le jeune homme qui joue au craps et qui semble incapable de perdre. Le jeune homme en pleine veine ramasse ses gains et traverse joyeusement la salle de casino bondée, passant juste devant l'homme furieux à la table de Blackjack. Le jeune homme échange ses jetons et compte la grosse liasse de billets de 100 $ qu'on lui remet avant d'en donner un en pourboire à la femme qui travaille à la caisse. Et cette nuit est loin d'être une exception pour ce jeune homme. Toute sa vie, c'est comme s'il ne pouvait pas perdre. Il n'est ni fort, ni rapide, ni particulièrement intelligent, mais il a toujours réussi à exceller grâce à son don incroyable, sa chance inouïe qui ne le quitte jamais. Le jeune homme a rapidement compris qu'il pouvait battre les jeux de hasard de façon constante et s'est rendu à l'endroit le plus adapté à ses talents, Las Vegas. Las Vegas a été une réussite totale pour lui. Il réside dans un hôtel de luxe sur le Strip, roule en voiture haut de gamme et s'offre des dîners et spectacles somptueux chaque soir. Tout cela est possible car, peu importe le jeu, c'est comme s'il ne pouvait jamais perdre. Le jeune homme poursuit sa série de victoires, ininterrompue, cette fois-ci à la table de roulette. Comment fait-il pour réussir à chaque fois ? Demande quelqu'un dans la foule, alors que l'homme touche encore un numéro, remportant 37 fois sa mise. La foule applaudit et tape l'homme dans le dos, alors qu'un groupe se forme autour de lui, suivant chacun de ses paris et profitant de sa chance autant qu'ils le peuvent. L'homme s'apprête à placer un autre gros pari, lorsqu'il est soudainement interrompu par une main ferme qui saisit son bras. Le jeune homme se retourne et voit un large sourire éclatant qui le regarde. L'homme souriant continue de tenir le bras du jeune homme tout en lui expliquant à quel point le casino est impressionné par son talent. Il doit être l'homme le plus chanceux qu'ils aient jamais eu le plaisir d'accueillir dans leur casino. Et le fait qu'il ait pu maintenir cette même veine de chance nuit après nuit est vraiment impressionnant. Le jeune homme le remercie pour ses paroles aimables et tente de se retourner vers la table, mais il se rend compte que l'homme ne lâche pas son bras, le serrant même plus fort qu'avant. « Nous avons été si impressionnés, lui dit l'homme, que les propriétaires du casino ont demandé à vous rencontrer. » Le jeune homme regarde la main énorme et puissante qui tient son bras, et même s'il ne sait pas qu'elle appartient à un ancien prétendant au titre des poids lourds, il comprend tout de même que cette demande n'est pas facultative. Le jeune homme accepte de suivre l'homme, mais ce dernier insiste pour qu'il laisse ses jetons sur la table, lui assurant que le casino s'occupera de ses gains. Après tout, il y a des caméras partout. Qui voudrait voler ? Le jeune homme est bientôt poussé à travers une porte dans une pièce qui ressemble à une salle d'interrogatoire de police, avec juste une table et 2 chaises, dont l'une est occupée par un petit homme âgé. L'ancien boxeur tord le bras du jeune homme sur la table et le maintient fermement en place. Le jeune homme hurle alors que le boxeur saisit un marteau de sa main libre et le lève en l'air, prêt à l'abattre sur les doigts du jeune homme. « Eh bien ?» demande le vieil homme assis en face de lui. Le jeune homme a commencé à pleurer un peu, mais entre 2 sanglots, il parvient à demander « Eh bien quoi ?» Le vieil homme veut savoir comment le jeune homme triche. Personne ne gagne autant que lui, nuit après nuit, quel que soit le jeu. Le jeune homme affirme qu'il ne triche pas, il est simplement chanceux. Il l'a toujours été, mais le vieil homme n'y croit pas. Il fait signe au boxeur qui relève le marteau, mais le jeune homme reste muet. Il répète sans cesse qu'il a juste de la chance entre 2 sanglots. Le vieil homme se lève et lui tape sur l'épaule. « Eh, peut-être bien, dit-il en glissant un objet dans la poche de l'homme. La police entre dans la pièce et trouve une paire de dés pipés dans sa poche. Il est maintenant dans de beaux draps. Le jeune homme est poussé dans une cellule de détention au commissariat, se demandant si sa chance l'a finalement quitté en observant les autres détenus. Il se serre sur l'un des bancs, le long du mur, et heurte accidentellement l'homme assis à côté de lui, le réveillant de sa sieste. L'homme, déjà en colère d'avoir été dérangé, devient furieux en réalisant qui vient de le réveiller. Il semblait avoir pris toute la chance. Le jeune homme ne semble pas avoir remarqué qu'il l'a contrarié. Ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y a un sou par terre devant lui. Le jeune homme se penche pour le ramasser, alors que l'homme à côté de lui lance un crochet puissant. Son poing s'écrase contre le mur, à l'endroit exact où se trouvait la tête du jeune homme, lui brisant de nombreux os de la main. Le jeune homme sursaute de peur et traverse la petite cellule en courant, tandis que les autres détenus se lèvent aussi d'un bond, certains criant de confusion, d'autres encourageant la violence. Le jeune homme appelle à l'aide les gardiens, mais personne ne vient le secourir.
Il regarde autour de la cellule, mais il n'y a nulle part où se cacher. L'homme en colère, plus furieux que jamais avec une main virante au violet et au bleu, s'approche de lui. Il soulève le jeune homme avec sa main valide, le tenant en l'air par la gorge. « Je vais te tuer !» cria l'homme avant que la porte de la cellule ne s'ouvre. Le jeune homme voit les pointes du taser tirées par les gardiens sur la poitrine de l'homme. Il lâche le jeune homme qui tombe au sol, puis s'effondre en arrière, traversé par 50 000 volts. Le jeune homme apprendrait le lendemain que l'homme en colère était mort avant même de toucher le sol à cause d'une malformation cardiaque congénitale et d'un sacré manque de chance. Le jeune homme se tient devant un juge qui énumère les chefs d'accusation retenus contre lui, dont la tricherie, un crime dans cet état qui peut entraîner une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. « Mais ce n'est pas votre première infraction, n'est-ce pas ?» demande le juge. Le jeune homme tente d'expliquer que les fois précédentes étaient en des erreurs et qu'il n'a jamais triché, mais le juge reste sourd à ses arguments. Le jeune homme attend dans le couloir devant la salle d'audience pendant que son avocat discute avec le juge et le procureur. « Eh bien, tu as de la chance », lui dit son avocat. Il explique que malgré un dossier solide contre lui, les charges seront abandonnées s'il accepte d'intégrer un programme spécial. Le jeune homme suppose qu'il s'agit d'un programme pour traiter l'addiction au jeu. Il n'est pas dépendant au jeu, mais a-t-il vraiment le choix? C'est ça ou la prison, le choix est simple. À sa sortie du tribunal, le jeune homme est approché par un homme en costume qui le mène vers une camionnette noire stationnée non loin. Le jeune homme, placé à l'arrière, remarque aussitôt une cage séparant l'arrière du siège avant, comme dans un fourgon pénitentiaire. Le jeune homme commence à s'inquiéter. Où l'emmène-t-il? Tout cela semble se passer tellement vite. Est-ce même légal? Et ses affaires prises à la prison, qu'en est-il? Pardon? Il demande au chauffeur. Et mes affaires, tiens? Je n'ai même pas mon portefeuille, ne t'en fais pas pour ça. L'homme qui conduit le fourgon lui dit « Tu n'auras plus besoin de tout ça désormais. Tu es de classe D maintenant ?» L'homme n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais il sent bien que ce n'est pas bon signe. Son sort semble enfin s'améliorer. Le jeune homme, qui a autrefois vécu la vie d'un joueur professionnel à Las Vegas, a reçu un nouveau nom, D87465. Mais comme vous le verrez, ce nom ne durerait pas très longtemps, et il serait bientôt connu sous le nom de SCP-100-81, ou comme le personnel de la fondation SCP aime l'appeler, chanceux. SCP-181 a été repéré par la fondation après son arrestation pour fraude répétée à la commission des jeux du Nevada. Il a d'abord été intégré au personnel de classe D de la fondation, les cobayes de la fondation SCP qui sont utilisés pour divers tests avec des anomalies afin de mieux comprendre leurs propriétés. Cependant, il est rapidement devenu clair que l'aptitude de cet homme à constamment défier les probabilités n'était pas liée à de la triche. Lors de sa première expérience, qui a eu lieu à la zone de confinement des reliques armées 02, lui et plusieurs autres membres de la classe D ont été exposés à un SCP connu pour provoquer une colère extrême et des tendances meurtrières chez ceux qui entrent en contact avec lui. Comme prévu, l'un des autres membres de la classe D est devenu furieux et a commencé à tout dévaster, tuant tous les autres membres de la classe D présents, sauf un. Par chance, le membre enragé de la classe D a ignoré D8 1765 qui s'était allongé parmi les corps, feignant d'être mort. Une équipe armée est entrée dans la cellule d'expérimentation, neutralisant le membre de la classe D en furie et épargnant D8 7465. Il a ensuite été soumis à un test avec SCP-075, une créature qui ressemble à un gros escargot avec un pied musculeux en forme de main griffue à 6 doigts. SCP-075 est bien plus lourd que sa petite taille ne le laisse paraître, pesant environ 860 kg. Malgré cela, il se déplace à une vitesse extrêmement élevée, sautant rapidement vers quiconque s'approche et le pulvérisant avec des liquides corrosifs mortels. D8746 a été placé dans une cellule avec SCP-075 pour tester sa vitesse et son temps de réaction. Malgré le fait que SCP-075 ait immédiatement tué tous les autres D-classes lors des tests précédents, D8765 a réussi à éviter ces attaques en sautant. Il devinait toujours dans quelle direction esquiver l'escargot mortel, tel un gardien choisissant le bon côté pour plonger et arrêter les tirs au but. Après avoir survécu à 2 expériences impliquant des anomalies de classe Keter, les chercheurs devaient déterminer si D80CIA 7465 était lui-même une anomalie ou juste une anomalie statistique. Pour tester cela, le D-Class a été placé dans la cellule de confinement de SCP-082, mieux connu de la plupart sous le nom de Fernand le Cannibale, un humanoïde grotesquement énorme aux traits d'ogre qui s'habille souvent comme un aristocrate de l'époque victorienne et régale ses invités avec des histoires extravagantes avant de finir inévitablement par les dévorer.
Mais D87 1465 avait quelque chose de différent. Après un mois entier de survie dans la cellule de 082, une durée qui avait conduit à la consommation de tous les précédents sujets de test, les chercheurs de la Fondation ont soupçonné que l'incroyable capacité de survie de ce D-Class était bien plus qu'une simple question de chance. Mais ils devaient le tester plus pour voir si ses pouvoirs dépassaient à la simple capacité de survie. D87465 a été retiré des tâches habituelles des D-Class et les chercheurs ont commencé à effectuer divers tests sur lui, observant alors qu'il lançait une pièce 50 fois de suite, obtenant face à chaque lancer. Des résultats similaires ont été observés lorsqu'ils lui ont fait lancer des dés totalisant toujours 7 ou tirer au hasard 13 cœurs d'affilée dans un jeu de cartes. Les chercheurs de la Fondation étaient convaincus que cet homme possédait la capacité de créer un effet surnaturel sur la probabilité, bien au-delà de la simple chance. Les chercheurs soupçonnaient qu'il générait cet effet sans en avoir conscience. À ce stade, D8765 a été reclassifié et a reçu une nouvelle désignation, SCP-181. Des tests supplémentaires sont confirmés que SCP-181 peut influencer la probabilité causale sans aucune action de sa part. Toutefois, les chercheurs ont vite réalisé que SCP-181 n'était pas seulement chanceux. Un audit de la zone de biorecherche 12, où SCP-181 est détenu, a révélé une augmentation spectaculaire des taux de décès et de blessures depuis son arrivée. Il semble que SCP-181 ne crée pas simplement sa propre chance, il la puise en quelque sorte chez les autres simplement par sa présence. Il semble maintenant que chaque moment de chance qu'il vit entraîne l'effet inverse pour quelqu'un d'autre. Pour chaque 7 qu'il obtient avec une paire de dés, quelqu'un d'autre fait un double 1. Et pour chaque évasion miraculeuse qu'il réussit, quelqu'un d'autre doit mourir. Son pouvoir semble sans limite. Sa survie à une explosion nucléaire est incertaine. Si c'était le cas, les conséquences pour rétablir l'équilibre seraient significatives. Suite à ces découvertes, SCP-181 a été retiré de sa cellule de confinement de bas niveau où il pouvait interagir avec le personnel de classe D pour se divertir et transféré au site 27 où il a été isolé et classé sûr. Toutes les interactions avec le personnel sont désormais limitées au strict minimum afin d'assurer sa survie et sa sécurité sans risquer d'événements qui pourraient lui porter chance. Pour découvrir un autre SCP humanoïde encore plus étrange, consultez le dossier SCP-00 Planète Abdominale dans les archives du Dr Bob. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.